Pour commencer cette semaine, la situation au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, la solution à deux États s'éloigne de plus en plus. En Turquie, les Arméniens veulent récupérer la propriété du siège historique de leur église de Kozan qu'ils avaient dû quitter après le génocide de 1915. Dans le sud de la France, nous nous intéresserons à la production des huîtres sur l'étang de Thau. Enfin, la séquence mémoire, regard sur les églises de Voskopoia en Albanie. À l'occasion de la visite du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou aux États-Unis le 15 février 2017, Donald Trump a affirmé que la solution à deux États n'était pas la seule possible pour régler le conflit israélo-palestinien. Le président américain a également appelé l'État hébreu à la retenue sur la poursuite de la colonisation. Alors, un seul ou deux États, les avis sont partagés. Un vendredi matin à Bethléem, en Cisjordanie. Dans une petite auberge, des Israéliens et des Palestiniens se sont donné rendez-vous pour parler du conflit. Tous ceux qui se trouvent ici font un pas courageux et proclament « Je nous donne une chance et j'ai l'espoir que l'on peut construire autre chose dans notre région. » Durant 4 heures, ils vont s'écouter et se livrer. Ils vont aussi lancer des pistes pour tenter de sortir d'un conflit vieux de près d'un siècle. Rien de concret ne sort de ces réunions mensuelles, mais une conviction qui s'affirme au cours des rencontres. Les deux peuples doivent parvenir à coexister. Nous ne pouvons pas occulter le fait que nous vivons ensemble sur la même terre. Donc, nous devons davantage nous parler, nous devons savoir davantage de choses les uns sur les autres. Je pense que les gens qui vivent dans des villes mixtes comme Nazareth, Tel Aviv ou Jérusalem comprennent de quoi il s'agit. Ils vivent cette expérience. Donc si nous pouvons le faire dans une petite ville, on devrait pouvoir le faire dans un grand pays. Vivre dans un seul État, tous ensemble. L'idée fait son chemin à mesure que la solution à deux États s'éloigne. Créer un État palestinien en Cisjordanie, aux côtés d'Israël, s'avère de plus en plus compliqué, car les colonies israéliennes ne cessent de s'étendre et transforment le territoire en un patchwork de localités juives et arabes. Yitzhak Grunwald vit dans le Gush Etzion, un groupe de colonies au sud de Jérusalem. C'est un peu une cité dortoir. Les gens travaillent énormément ou à Jérusalem, ou bien à Beth Shemesh qui est juste à côté, ou bien même ça peut aller même jusqu'à Beersheba dans le sud. C'est-à-dire on est quoi, à 10 minutes de Jérusalem. Je ne sais pas de qui on parle quand on parle de colon. J'ai rien à voir avec je suis pas un colon, je ne suis pas un Belge au Congo. On est ici très naturellement sur notre terre. Ça fait il y a plus de présence juive ici que de présence jordanienne. D'abord c'est clair au niveau étatique. Mais il y a toujours eu des juifs dans la région ici, de toutes les manières. On sent nos racines ici. Yitzhak veut nous montrer que dans cette région, Palestiniens et Israéliens coexistent paisiblement. Ils nous conduit vers la zone commerciale du Gush Etzion. Là, dans ce garage-là, par exemple, juifs et arabes travaillent ensemble, personne ne pose la question, tu es juif, tu es arabe, tu es de quelle origine, on travaille ensemble, on travaille. Et surtout, je pense qu'à partir du moment où il y a du respect mutuel, ça fonctionne. Le garage emploie de nombreux Palestiniens venus de Bethléem, d'Hébron ou même de Ramallah. Ici, nous travaillons ensemble, arabes et juifs. Il y a environ une trentaine d'arabes et une quinzaine de juifs. Ce garage, c'est comme une famille. Les relations sont bonnes entre les arabes et les juifs. Nous sommes tous copains. Il y a des ouvriers qui travaillent ici depuis 20 ans. Ils ont commencé dans les années 90. Jamais personne n'a fait d'histoire, ni les arabes, ni les juifs. Pour Yitzhak Grunwald, cette entente prouve que les deux peuples peuvent vivre dans un même État. En tant que candidat au conseil régional, il milite pour l'annexion du Gush Etzion à Israël, puis de toute la Judée-Samarie, le nom biblique de la Cisjordanie. Comme dans la Galilée où il y a 1 million d'Arabes israéliens qui ont passeport israélien, qui ont l'identité israélienne, qui votent
au Parlement israélien, etc., et qui vivent de manière comme c'est une minorité, mais c'est une minorité qui a tous les droits, et heureusement, qui a tous les droits de vivre dans l'État d'Israël. Et ça, à mon avis, c'est le modèle à laquelle on doit arriver aussi en Judée-Samarie. Il n'y a aucune possibilité réelle de créer deux États. Simplement en termes de réel politique, essayer de penser à d'avoir ici deux États l'un dans l'autre, c'est absolument impossible. L'idée d'un seul État circule aussi parmi les Palestiniens, séparés d'Israël par des barrages et des murs en béton. Convaincus qu'Israël ne démantèlera jamais ses colonies, certains prônent la création d'un grand espace où chacun pourrait circuler et s'établir librement. C'est le cas de Bassem Eid, un Palestinien de Jérusalem, favorable à l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Une patrie n'est pas l'endroit où vous êtes né. Une patrie, c'est l'endroit où vous pouvez trouver dignité, justice et liberté. Si l'État d'Israël me fournit dignité, justice et liberté, je considérerai qu'Israël est ma patrie. Je n'ai aucun problème avec cela. La solution à un seul État est le cauchemar de la gauche israélienne. En janvier, elle a financé une vaste campagne d'affichage pour alerter l'opinion sur une telle éventualité. Un slogan en arabe, langue inconnue de la plupart des Israéliens, et des photos montrant des foules de Palestiniens criant victoire. Le message est clair, dans un seul État, les musulmans deviendraient majoritaires et submergeraient les Juifs. Il y a environ 1,5 million de Palestiniens citoyens de l'État d'Israël. Il y a 2 millions de Palestiniens à Gaza et 2,5 millions de Palestiniens en Judée-Samarie. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont déjà 50%. Dans très peu de temps, ils seront la majorité. Notre État est en train de devenir soit comme la Syrie, le chaos total, soit comme l'Afrique du Sud. Mais les partisans de l'annexion ont leur solution pour garantir une majorité juive. Ils proposent d'abandonner Gaza au Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir depuis 10 ans. 2 millions de Palestiniens en moins dans la balance. Surtout, ils mettent en avant la forte poussée de la natalité juive ces dernières années. En 2015, le taux de fécondité des femmes juives a atteint celui des femmes arabes, 3,13 enfants par femme. Mais avec une différence de taille. La fécondité des femmes juives suit une pente ascendante alors que la fécondité arabe diminue. C'est pourquoi, du point de vue démographique, Israël n'a pas besoin de renoncer à la géographie de la Judée-Samarie pour sauver la démographie juive. C'est l'inverse qui est vrai. Le gouvernement israélien vient d'annoncer l'annexion de certaines zones de Cisjordanie à forte majorité juive dans la grande banlieue de Jérusalem. La solution à deux États pourrait alors être définitivement enterrée. C'est une plainte chargée de symboles que l'actuel catholicos de l'église arménienne de Cilicie a déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il demande la restitution du siège historique de Kozan que les Arméniens avaient dû quitter précipitamment après le génocide de 1915. Dans un premier temps, c'est la Cour constitutionnelle turque qui avait été saisie, mais elle s'était déclarée incompétente. Aujourd'hui, la communauté arménienne de Turquie compte environ 70 000 membres. Kozan, dans la province d'Adana, au sud de la Turquie. C'est ici que s'installe en 1295 le siège du Catholicosat de Cilicie, une église orthodoxe arménienne. Aujourd'hui, la pinède a envahi les ruines. Les Arméniens ont quitté les lieux après le génocide de 1915. Ismaël Yeshilova est né au pied des anciennes fortifications du monastère. Il habite toujours la maison familiale. Alors ici, ce sont les ruines des remparts. Avant, tout ça a été fermé, mais ça a été détruit au début de la République pour effacer les traces de présence étrangère. Ici s'érigeait la cathédrale Sainte-Sophie, remplacée par un réservoir d'eau. Sur le côté, voici le bâtiment le mieux conservé,
la chapelle Saint-Ekmadzin. Le siège du Catholicosat comportait plusieurs églises, un monastère, des résidences, une ferme. Alors, rétrocéder tout cela à l'église arménienne est impensable pour Ismaïl, dont la famille a également été spoliée au cours de l'histoire. Mes ancêtres sont partis de Konya, en Anatolie, pour s'installer à Thessalonique. Ils avaient des terres là-bas. Dans ce cas-là, on n'a qu'à me rendre à moi aussi ces terres-là. Moi, ma maison, c'est une vieille maison. J'y habite depuis des années. Qui va me rendre les maisons dans lesquelles ma famille a habité là-bas? Pour la mairie de Kozan, propriétaire actuel du site, il est également hors de question de rendre les terres. Un avis assez largement partagé, semble-t-il, par la population locale. Nous sommes totalement contre. Nous ne donnerons pas 1 centimètre carré de notre terre. Le dossier est très lourd, et c'est cet avocat stambouliote avec une équipe de confrères internationaux qui est chargé de le mener à bien. Une plainte a été déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pour le Catholicosat de Cilicie, il ne s'agit pas seulement de récupérer quelques ruines. C'est pour des raisons spirituelles qu'ils veulent récupérer cet endroit. C'est un lieu sacré pour eux. Et depuis 100 ans, ils pensent toujours à y revenir. Environ 70 000 personnes d'origine arménienne vivent en Turquie, principalement à Istanbul où est édité l'hebdomadaire Agos. Une édition en turc, l'autre en arménien, et un intérêt très marqué pour le dossier Kozan. On ne va pas en parler toutes les semaines, mais chaque fois qu'il y a des rebondissements, on choisit d'en faire la une. Un siècle après le génocide, le dossier des spoliations est toujours d'actualité. Au-delà des nombreuses propriétés privées, on estime que 2000 édifices religieux ont été détruits ou transformés. Les églises, ça concerne toute la communauté. Le fait qu'elles puissent être utilisées à d'autres choses que leur fonction, qu'on puisse en faire des bergeries, des décharges, peut être aussi considéré comme une insulte, c'est quelque chose qui dérange profondément. Ce dimanche-là, la messe orthodoxe se déroule dans l'église des Trois Jeunes Croyants d'Istanbul, célébrée par l'archevêque de l'église arménienne de Turquie. L'État lui a déjà rétrocédé plusieurs propriétés, parfois à la suite de décisions de justice. Pour les biens que le gouvernement ne nous a pas encore rendus, nous allons devant les tribunaux. Pour certains, on obtient gain de cause. Lorsque cela ne débouche pas, nous nous tournons vers la Cour européenne et là-bas, nous gagnons certains de ces procès. Une cinquantaine de personnes est réunie dans cette église rénovée grâce à des fonds privés. L'État turc a financé la réhabilitation de certaines églises arméniennes, dont l'emblématique Sainte-Croix d'Akdanar sur le lac de Van. Une façon, pour le gouvernement, de montrer une certaine bienveillance pour une communauté très attachée à la religion. La religion est très importante pour nous. Chaque Arménien est aussi un chrétien. Nous, dans chaque quartier, dans chaque ville, nous avons nos églises. Dans une ville comme Istanbul, par exemple, dans chaque quartier où vivent des Arméniens, vous trouverez une église. Comment les Arméniens de Turquie vivent-ils au quotidien dans ce pays qui refuse de reconnaître le génocide, où l'on évoque toujours les événements de 1915 à demi-mot? Nous pouvons nous rendre dans nos églises. Nos écoles sont ouvertes. Nous pouvons tout faire. Vous voyez, on vient d'un quartier éloigné. Nous pouvons nous rendre dans nos églises tous les dimanches. L'État met des bus à notre disposition. Du point de vue de ce couple plus jeune, Nathalie et Kirko, le tableau est nettement moins idyllique. Tant que vous restez discret, que vous respectez les règles. Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire que ça se passe bien, mais ça se passe sans problème. Quand les gens ne savent pas que vous vous appelez Kirko, ça va. Mais quand ils entendent votre nom, là, ça crée des problèmes.
Les gens mettent tout de suite une distance, même si ça ne va pas plus loin. Je me sens mis à l'écart. Le chef de chœur Massis Aram Göçbek ne fait aucun mystère de son arménité. Et pour lui, les conflits parfois violents qui peuvent opposer Turcs et Arméniens sont essentiellement liés à un manque de culture. La principale cause de tous ces problèmes, c'est que nous ne connaissons pas bien notre propre histoire. Si on la connaissait, on saurait qu'il y a des décennies, toutes ces communautés qui ont donné forme à la culture anatolienne vivaient ensemble dans la paix et la tranquillité. Dans la musique, Massis semble trouver la paix et la tranquillité. Mais dans la communauté arménienne de Turquie, rares sont les voix qui s'expriment, paralysées par le poids du passé et par la crainte de déplaire. La France est le 4e producteur mondial d'huîtres et le premier au niveau européen. Moins connues que celles de l'Atlantique, les huîtres méditerranéennes de l'étang de Thau n'ont rien à leur envier. Pour rester concurrentiels, les ostréiculteurs ont dû ces dernières années faire face à de nouveaux défis économiques et sanitaires. Ostréiculteur depuis 2007, Simon Julien contrôle régulièrement ses tables d'élevage. Loin des marais de l'océan, les professionnels de l'étang de Thau ont dû s'adapter. Depuis près d'un siècle, les huîtres de Méditerranée grandissent en suspension. Là, vous voyez, ça c'est un pochon. C'est ce que les ostréiculteurs sur toute la partie atlantique ou la Manche utilisent pour élever les huîtres. En France, les huîtres sont élevées dans des pochons, sauf ici, donc, sur l'étang de Thau. Pourquoi? Parce que vous avez un état relativement calme, vous n'avez pas de brassage, donc les huîtres ne pousseraient pas bien dans les pochons. On est obligé de les coller sur des cordes pour travailler sur la profondeur d'eau. Alors que sur l'Atlantique, eux, ils utilisent la superficie, les hectares. L'étang de Thau, la Méditerranée proprement dit, c'est 10% de la production française. Donc on n'est pas un gros maillon, contrairement à nos collègues de Marennes ou de Bretagne qui font des volumes importants et qui ont une production traditionnelle depuis longtemps, qui fait que dans la pensée des consommateurs, c'est entré depuis longtemps, quoi. Bousille, on a encore du mal à vendre nos huîtres partout en France. L'huître de l'étang possède pourtant un bel atout. Grâce à la richesse de son milieu, elle grandit 2 fois plus vite que ses cousines de l'Atlantique. On fait un point sur la table à Marseillan pour le suivi des huîtres de captage naturel. L'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, c'est un peu le gardien de l'étang. Ces agents contrôlent à la fois la qualité de ses eaux et effectuent des prélèvements réguliers sur des huîtres. À partir du moment où le réseau de surveillance détecte la présence de phytoplancton potentiellement toxiques, il y a des prélèvements de coquillages comme je l'ai fait maintenant. Et puis les coquillages seront analysés pour voir si réellement ils ont imprégné la toxine du phytoplancton. Et si la toxine est détectée à un certain seuil, eh bien, à ce moment-là, les services de la préfecture prennent des dispositions de fermeture de la commercialisation des coquillages sur la zone. Voilà, je t'ai ramené les huîtres de Thau, donc pour les prélèvements. En plus de son travail de surveillance, l'IFREMER développe d'importants programmes de recherche. Depuis 2008, un virus décime partout en France les larves d'huîtres appelées naissins. Ce que le grand public ignore en général, c'est que tous les ostréiculteurs achètent leurs bébés huîtres en Atlantique pour les faire ensuite grandir sur leur site de production. Loin d'éradiquer le virus, une huître 100% locale réduirait en tout cas les risques de contamination. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir développer une activité locale donc, qui permette de réduire les transferts. Tout d'abord, les transferts de naissins entre les bassins conchylicoles. C'est donc pouvoir développer un produit aussi qui soit plus adapté à ces conditions environnementales naturelles, on va dire.
Et puis pour les producteurs, ça a un intérêt aussi qui est économique, pouvoir s'affranchir de produits qui vont être donc élevés ailleurs ou achetés en écloserie. Voilà, ils ont tout un avantage à travailler avec du produit local qu'ils vont récupérer eux-mêmes. C'est vrai que les premiers résultats montrent qu'en termes de survie, ces huîtres qui sont produites dans le milieu naturel sur la lagune de Thau ont plutôt une meilleure résistance que les autres huîtres qui viennent d'ailleurs. En plus du captage naturel sur l'étang, un projet d'écloserie est actuellement à l'étude sur la commune voisine de Frontignan. Le virus, couplé à différentes bactéries, a parfois décimé jusqu'à 90% des naissins importés de l'Atlantique. Comme beaucoup, Simon et Philippe, associés depuis 2009, ont pris conscience qu'il était urgent de changer. Je pense que toute crise, c'est un côté important au niveau économique, une crise. Mais après, bien sûr, c'est une remise en question. On doit se remettre en question. Si on ne se remet pas en question, si on ne peut pas trouver des solutions, on disparaît. Nous, on a eu la chance, enfin, on a la chance d'être présents encore. C'est donc que les solutions qu'on a essayé de mettre en place ont plus ou moins fonctionné. Parmi ces solutions, il y a l'huître exondée que l'on sort de l'eau une fois par semaine pendant 24 heures pour lui donner l'illusion d'une marée. En clin d'œil à leur association, Philippe et Simon les ont appelés les Spécial Philémon. Le fait de la faire sortir de l'eau, elle va se retenir de manger. Elle va fermer son huître et elle va stresser un petit peu en fait. Quand elle va retourner dans l'eau, elle va manger davantage et elle va grossir. On s'aperçoit qu'en faisant de l'exondation à des huîtres, on leur fait augmenter le taux de chair. Malgré les crises qui frappent régulièrement la profession, les ostréiculteurs sont toujours aussi nombreux autour de Thau. Leur relation à l'étang est peut-être en train de changer, conscient de sa richesse, mais surtout de sa fragilité. La séquence mémoire regarde aujourd'hui sur l'Albanie qui révèle les précieux témoignages de son passé. À 250 km de Tirana, la capitale, les églises de Voskopoia dévoilent un riche patrimoine religieux. On est près de la Grèce, pas très loin de la Macédoine. Voskopoia est un beau village de montagne du sud-est de l'Albanie, un royaume englouti. Au XVIIIe siècle, il y eut ici une cité de plus de 30 000 habitants, un centre de commerce, de culture, de religion qui, à mi-chemin de Venise et de Constantinople, rayonna dans les Balkans. Kliti Kalimata, conservateur régional des monuments historiques, se bat depuis des années pour sauver les dernières églises de Voskopoia, vestiges de la gloire passée. Constantin, éleveur du village, est aussi gardien des lieux du culte. La basilique de la Vierge est une belle endormie, une belle en danger. Maintenant, c'est presque sec et ça commence à se détacher. Oui, ça se détache, même ici, c'est vraiment délicat. Là aussi, là où sur la pierre, il y a des morceaux qui tombent. Et la femme de ménage les trouve quand elle vient nettoyer. Là, à cet endroit. Et puis il y a ce que j'enlève moi-même. C'est un centre avec des monuments uniques d'architecture post-byzantine dans les Balkans. On parle bien d'architecture post-byzantine. Et dans l'histoire, Voskopoia est un centre unique. Ainsi, un centre d'une telle importance, d'une telle valeur artistique ne peut se trouver nulle part ailleurs que dans les Balkans, hormis au mont Athos ou dans les monastères des météores. Ici, on est dans la basilique de Saint-Nicolas, qui est un authentique musée vivant et permet d'approcher toutes les nuances artistiques du XVIIIe siècle.
On retrouve là tous les éléments et l'unité architecturale des autres églises du village. De plus, les deux grandes écoles de peinture de l'époque post-byzantine sont présentes, celle de Crète, avec les icônes de Constantin de Romanac, et l'école macédonienne, avec les œuvres de David de Sélénitsa. Les églises ont survécu, malgré les razzias, les pillages, les tremblements de terre. Les églises témoignent. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.